Et yo, bienvenue pour ce nouvel épisode du Fourth Down Podcast. C'est toujours votre serviteur Wake. Aujourd'hui, on est en compagnie d'un nouveau venu, non, d'un revenant. C'est son deuxième épisode. C'est Sano, un ancien pour l'instant, pas encore gagné. Pour l'instant, ancien receveur du Flash de la Courneuve. Comment vas-tu, Sano? Écoute, ça va très bien. Très Un bien. peu fatigué en fin de journée, mais tout va très bien. Moi, je suis à l'affût, vu que mes Lions ils sont qualifiés pour les playoffs Ah ouais. et que ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Donc, je suis en pleine forme, pleine bourre. On attend avec impatience Ah, les matchs ce week-end. tu m'étonnes. Là, c'est pour moi, comme je te l'ai dit en off, le meilleur week-end de la saison NFL. C'est le week-end des wildcards, c'est le début des playoffs. Et les matchs, bien là, ils valent tous leur pont d'or parce que c'est celui qui gagne qui poursuit, celui qui perd, il rentre chez lui. Là, il n'y a plus le droit à l'erreur. Donc là, la tension, elle est à son comble. Et donc, j'adore ce genre de match. Personnellement, j'adore. Ah, c'est ce qu'on appelle les playoffs, hein. Voilà, c'est des moments à vivre. Ça va être des matchs intenses. Et après, on connaît la détermination des Américains. Et un match de playoff, ils vont le jouer comme si c'était le dernier match, hein. Il n'y a personne qui va en garder sous la semelle. Ah, voilà, c'est clair. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a des matchs le samedi et le dimanche et le lundi. Donc là, c'est vraiment le dernier week-end, je crois, ou encore il y en aura peut-être un ou deux. Mais je crois que c'est l'avant-dernier week-end où on a des matchs à la fois le samedi et le dimanche, plus du lundi. Donc là, franchement, il faut profiter. 3 jours d'affilée de NFL, ça n'arrive pas souvent. Donc voilà. C'est vrai. Le seul truc qui est triste, c'est qu'il y a moins de matchs. Et de week-end en week-end, il y aura moins de matchs. Et que petit à petit, on arrive vers la fin de saison NFL et c'est 7 longs mois d'attente. Ouais. Ah là là. Mais c'est intéressant. C'est là aussi le plus palpitant. Ensuite, toute la saison, c'est pour ce moment-là, en fait. C'est ça. Donc, on s'impose tout ça juste pour les playoffs. C'est ça. Et donc, justement, tiens, je tiens à préciser que après les playoffs, le Fourth Down Podcast, il va continuer, mais bien évidemment, pas toutes les semaines. Moi aussi, j'ai droit à un petit peu de repos parce que ça fait 18 semaines, mais non, 19 semaines que je fais une émission toutes les semaines. Donc là, j'ai besoin de repos, peut-être que ça soit à mes yeux, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai besoin de repos. OK. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, on a un premier match. Samedi à 22h30. Les Browns de Cleveland se déplacent à Houston pour affronter les Texans. Texans, équipe, on peut le dire, surprise dans le sens où, au début de saison, absolument personne ne les voyait à haut niveau, ou ne les voyait tout simplement en playoff. Alors, je vais te donner les codes dès que ça se charge, parce que j'ai oublié de charger Winamax pour mettre les codes, donc ça c'est bien, je suis quelqu'un de prévoyant. Mais avant les codes, toi, tu penses quoi de ce match? Bah, honnêtement, comme tu le disais, déjà, les deux équipes qui sont là, ça va être des très très grosses équipes. Les Texans, moi je les voyais pas. Je pense qu'il n'y a pas, comme tu l'as dit, il n'y a pas grand monde qui les voyait là où ils sont. Sauf que les Texans, ils ont une équipe incroyable. Ils ont un QB, pour moi c'est le rookie de l'année. Ouais. CJ Stroud, c'est vraiment le rookie de l'année. Il a une connexion avec Nico Collins qui est incroyable. Il y avait un autre, je crois qu'il est rookie aussi, Tank Dell, qui s'est blessé. Malheureusement, ouais, c'est blessé. Malheureusement, je pense que s'il avait ces deux armes-là, plus tu rajoutes, il me semble que c'est Noah Brown, Ouais. il est en feu aussi. Bon, il y a le vétéran Robert Woods, mais Il voilà. avance toujours, lui, ou pas? Écoute, il est là pour prendre des premières. Mais le truc, c'est que CJ Stroud, il est précis, il lance pas beaucoup d'interceptions, il complète bien, il prend des lancers qui sont profonds, donc il va chercher des gros jeux. Et ça passe souvent parce qu'il a des receveurs rapides. Et donc, ils ont une attaque de feu. Ils ont un jeu au sol qui s'est mis en place aussi petit à petit. C'est vrai. Donc, au niveau de l'attaque, ils sont impressionnants. Vraiment, ils sont impressionnants. La défense, elle est plus fragile. Elle est opportuniste, mais elle est plus fragile. Et en ce qui concerne les Browns,
Depuis qu'il y a Joe Flacco, c'est une équipe, ils sont en playoff, ça fait au moins 5 semaines qu'ils sont en playoff, les gars. Ouais, quasiment. Ouais. Il fallait encore. Ils ont validé à 2 semaines de la fin, mais c'est vrai que ça sentait les playoffs avant. Quoi. Les mecs, non, mais quand je te dis ça fait 5 semaines, ça fait 5 semaines que les gars Ah, ils jouent en mode playoff. playoff. Ouais, voilà ce que tu veux dire. Ouais, tout à fait. Ils jouent pour gagner chaque match. Ouais. Et le truc de Flacco, c'est qu'il il va rien lâcher. Sur le match, il va rien lâcher. Mais c'est un gars, comme je l'ai dit la dernière fois, et comme on en a parlé, sur le match, il y a des moments où il perd le contrôle. Il Il va déconnecte. lancer des interceptions, on ne comprend pas pourquoi. Là, les derniers matchs qu'il fait, il gagne des matchs, il lance 3 interceptions. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Moi, si tu veux, c'est des équipes. Les deux, ben, comme tu as dit, on ne les voyait pas en playoff. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de lézard sur ça. Même si, bien évidemment, on s'attendait à une bonne saison des Browns. C'est Peut-être vrai. pas jusqu'au niveau playoff, mais une bonne saison. Parce que, pourquoi? Ben, leur division était la division la plus relevée de toute la ligue. Ça, c'est clair et net. Une division dont le dernier finit à 9 victoires et 8 défaites. Quand Donc, même. Hein. donc c'est le bilan des Buccaneers qui ont gagné la NFC Sud, si tu veux. Donc, oui, c'est une division très relevée, mais on ne voyait pas les Browns s'en sortir. Les Texans, tout simplement parce qu'il y avait un rookie head coach et un rookie quarterback. En général, ça, c'est pas une recette pour la réussite. Et pourtant, comme tu l'as dit, on a CJ Stroud et Demico Ryans, parce qu'il faut aussi lui rendre, lui leur fait des fleurs. Ils ont fait une excellente saison et CJ Stroud est en effet rookie de l'année. Alors, ça peut se discuter avec Nakua, mais un QB en général a le dessus sur un Oui. receveur, donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est comme ça. Et donc, CJ Stroud, il l'a montré. Ce qui est intéressant, c'est que tu as dit que les Browns sont en mode playoff depuis 5 matchs. Sauf sur le dernier parce qu'ils étaient déjà qualifiés. Donc, ils ont fait tourner. Oui. Mais à part ça, c'est vrai qu'ils étaient en mode playoff sur tous les matchs. Ils n'avaient plus le droit à l'erreur. Mais tu sais quoi? Les Texans aussi n'avaient C'est plus vrai. le droit à l'erreur, sachant que on ne savait pas si le deuxième de leur division pourrait se qualifier pour les playoffs. Ils avaient pour quasiment obligation de remporter leur division. Et c'est la chose qu'ils ont réussi à faire. Alors, il a fallu l'aide des Jaguars qui ont chuté en chute Oui. libre sur toute la fin de saison, Oui. surtout le dernier mois. Hein. Et les Texans qui, eux, ont gagné tous leurs matchs. Et en fait, j'ai même envie de te dire, le dernier match des Texans, c'était déjà le premier match de playoff de la saison. Parce que le vainqueur texan Colts se qualifiait pour le playoff automatiquement. C'est vrai. Et ça a été jusqu'au dernier jeu du 4e quart-temps, ça s'est joué. Et CJ Stroud, qui a été pas mal sous pression pendant tout le match, eh ben c'est le mec, eh ben pression, pas pression. Il essaie de gagner du temps et il lance une passe précise, des fois sur son pied arrière, ce qu'on recommande pas au quarterback. Bien sûr que non. Il est pas bien positionné et il arrive à trouver ses receveurs. Donc c'est vrai que il est impressionnant. Et la pression, il connaît. La pression, il connaît. Après, il a la fougue de la jeunesse. Ouais. Et je pense que c'est ce qui fait je pense qu'ils peuvent faire un beau parcours dans les playoffs. Sur ce match-là, il va être dur parce que la défense des Browns, elle est quand même très, très, très solide. Vraiment. C'est la défense des Browns qui fait qu'ils sont là en playoff. Tout à fait. Parce que ils ont changé combien de QB ils ont eu cette année? 3, 4? Je crois. Voilà, 4 QB. Ils ont été chercher Joe Flacco qui était sur son canapé. Mm. Et pareil, tu as Nick Chubb, le running qui se blesse en début de saison. Et malgré tout, ils sont présents. Donc, c'est une équipe à prendre au sérieux. Mais c'est leur défense qui va faire le boulot. C'est leur défense qui va faire le boulot. Et on va voir comment CJ Stroud va gérer la pression. Et parce qu'il y a un monstre en face. Hein, là, hein. Sur la ligne défensive, là, il y a un certain monstre qui a faim de quarterback, qui est all pro. Qui est all pro. Ouais. Oui, je pense qu'il a faim. Il a envie de croquer le jeune homme. Ah ouais. Il y a de la chair fraîche, là. Mais pour vraiment le saluer la saison, je dirais les Texans. Je dirais que les Texans, en tout cas, j'aimerais que les Texans gagnent. Parce que je trouve que Demeco Ryans et toute l'équipe, et puis il y a une vibe dans cette équipe, elle est incroyable. Je ne sais pas si tu as vu dans les vestiaires à la fin de
à la fin du match, c'est incroyable. Ouais, tout à fait, c'est incroyable. C'est l'ambiance. Et puis les mecs, ils ont tout de suite buy-in, tu vois, ils ont cru en leur coach dès le début et en leur quarterback dès le début. Pourtant, il a un début de saison. Alors, c'est un rookie, donc il prend ses marques et après, il s'est mis à jouer comme un vétéran de 10 ans, quoi. Le mec, il gère et les mecs autour de lui croient en lui. Et c'est ça qui est génial parce que il arriver à faire ça à son âge, sachant que tu arrives en NFL pour la première fois, c'est assez génial de pouvoir transformer une franchise dès ta première saison. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, moi aussi, tu vois, j'ai envie de donner les Texans vainqueurs. Alors, les cotes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Les Texans sont cotés à 2 à domicile et les Browns sont cotés à 1,68. Donc, en vrai, les Browns sont favoris, ce qui paraît logique, puisque le dernier match, les Browns ont battu les Texans. Sauf que, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais dit, attention, c'était en plus cette fameuse émission, les cotes, elles faisaient changer pendant qu'on était en train de parler. C'est vrai. Les Browns ont gagné parce que CJ Stroud n'a pas joué. Exactement. C'était un le QB, il me semble. C'est Case Keenum qui a été QB et le match a été, entre guillemets, plutôt serré entre les deux équipes. Alors, les Browns ont été devant tout le long, mais ils n'ont pas mis de blowout, ils n'ont pas écrasé, si tu veux, les Texans. Et donc là, à armes égales, entre guillemets, je préfère. Tu vois, un match de NFL, pour moi, c'est pas compliqué. Ça se joue au niveau du poste le plus important. C'est le quarterback. Et est-ce que Joe Flacco, parce que je mets du respect là, est-ce que Joe Flacco sera Joe Flacco ou est-ce qu'il sera Joe Fiasco ou Joe Flacco? Ça, c'est la grande question. Ça, c'est la question. Je pense que ce match, je pense que c'est Joe Flacco qui va faire la différence de ce match. Ouais. Soit il va être toujours dans le mood dans lequel il est, c'est-à-dire en mission, parce que les matchs qu'il fait, ils sont incroyables. Il fait ses erreurs, mais il est tellement dedans qu'il arrive à rattraper et à faire gagner son équipe, malgré avoir lancé 2 ou 3 interceptions. Et sur ce match-là, s'il arrive à garder la tête hors de l'eau et à rester focus, il peut faire gagner son équipe. Mais il peut aussi faire perdre son équipe. C'est clair. Il est capable de perdre le fil et de plus se mettre dedans. Parce que là, du coup, il va y avoir beaucoup de pression. Pendant la saison régulière, il y avait de la pression. Sur le match de playoff, il y a encore plus de pression. En plus, c'est pas à domicile. Il me semble qu'il joue. Non, il joue à l'extérieur, hein, tout à fait. Il joue à l'extérieur. Bon, Joe Flacco, c'est un mec qui sait gérer la pression. Mais attention, je le répète, il sort de chez lui, là. C'est clair que le mec était dans son canapé il y a 1 mois et demi, il n'y avait pas d'équipe, il était au bord de la retraite. Il a 38 ans quand même, il faut rappeler, 38 ou 39 ans, Joe Flacco. C'est jeune. Oui, non, mais pour un quarterback en NFL, c'est... Voilà, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Oui, ça commence à peser. Gérer la pression, ça ne va pas être évident. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est Joe Flacco, on sait en playoff ce qu'il vaut. Mais on sait aussi qu'il peut craquer, même en playoff. Et il a déjà craqué, notamment contre les Patriots à l'époque, en 2015, lors des playoffs de la saison 2014, mais en 2015. Il a craqué et il nous a envoyé 2 interceptions qui nous ont fait gagner le match. Donc, il est capable de ce genre de performance. Et en playoff, les erreurs sont magnifiées parce que, justement, c'est un match. Donc, moi, je pense que CJ Stroud, vu la forme qu'il est, playoff ou pas playoff, de toute façon, playoff NFL, playoff NCAA, pour moi, très honnêtement, c'est kiff-kiff en termes de pression. Ah oui. Donc CJ Stroud, il n'arrive pas en terre inconnue, si tu veux. Donc, allez, moi je dis victoire des Texans parce que CJ Stroud va faire la différence, même si la défense des Browns est excellente. D'ailleurs, petite info, Denzel Ward, c'est pas sûr qu'il joue. Ah, alors ça c'est une grosse info parce que Denzel Ward, il pèse énormément sur le receveur numéro 1 des équipes adverses. Et il ne fait pas forcément beaucoup de pics, mais le receveur qui est face à lui, il ne complète pas beaucoup de ballons. Non. Donc, s'il n'est pas là, je pense que Nico Collins, il va
Il est impressionnant. Il a fait une saison monstrueuse. Monstrueuse. C'est vrai. Il a été impressionnant et il a été décisif même la semaine dernière parce que premier jeu du match, c'est une bombe de 75 yards. Tu vois, bombe de 75 yards sur un tracé poste. Il prend l'avantage sur son corner. Pas d'aide du safety. Si tu as battu ton corner en plus à l'intérieur sur un tracé poste alors qu'il n'y a pas de safety, c'est fini. C'est fini. C'est ciao, bye bye. Tu vois. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et bien lui en a pris. Tu vois, le mec, il fait une excellente saison, comme tu l'as dit. En plus, avec le départ de Tank Dell, la blessure de Tank Dell, il a eu encore plus de responsabilités. C'est ça. Non, excellentissime. Tiens, pendant qu'on est sur la division des Texans, je t'ai envoyé par message une stat qui fait peur, ou des stats qui font peur. Ce sont celles de Trevor Lawrence comparé à mon quarterback, mon futur ancien quarterback, Mac Jones. Alors, que je les lise à haute voix parce que j'essaierai de faire le montage de la vidéo et de les mettre sur la vidéo. Alors, je les lise. En 3 saisons NFL, c'est incroyable. Trevor Lawrence, c'est 20 victoires, 30 défaites. Mac Jones, 18 victoires, 24 défaites. Passer rating, 85 pour Trevor Lawrence, 85,8 pour Mac Jones. Meilleur passer rating, avec la saison qu'il vient de faire. 58 touchdowns, 39 interceptions du côté de Trevor Lawrence. Donc, le ratio moyen. Non, mauvais. Oui, mauvais. Et Mac Jones, 46-36. Bon, on est dans les deux mauvais. C'est pas ce qu'on attend d'un quarterback NFL. 63,8% de complétion pour Trevor Lawrence. 66,1 pour Mac Jones. 235 yards,4 par match à la passe contre 212 yards pour Mac Jones. 6,7 yards. Voilà. Donc, c'est à peu près, en termes de yards par passe, c'est kiff-kiff. Donc, tu vois que parce que Mac Jones, on a vu, le jury est tombé. Mac Jones, ça sera un backup. Je vais faire une parenthèse, une petite parenthèse Patriots. Parce que, bon, il y a une nouvelle incroyable qui est tombée, c'est aujourd'hui ou hier? Aujourd'hui. Je pense que c'est à cause de Mac Jones. Il a fait craquer Bill Belichick. Je pense que clairement, c'est genre le dernier enfant de la famille qui fait craquer les parents. Clairement. Ouais, non, mais. Belichick, il s'est dit non, je peux plus. J'ai essayé avec l'enfant, je lui ai tout appris, tout montré, et c'est une catastrophe. Et quand tu dis, quand tu donnes les stats et que tu vois qu'en fait, il a quasiment les mêmes stats que Trevor Lawrence, soit on nous montre pas tout à la télé, parce que Trevor Lawrence, on nous le vend comme un mec qui est un QB qui est correct. Et en fait, quand tu regardes les matchs, quand tu vois, il fait des bons matchs. Mais quand tu regardes les stats et que tu te rends compte qu'il est à l'équivalence de Mac Jones, il est nul. Il est nul, c'est pourri, c'est pourri ça. Non, mais il n'y a pas d'autre mot. Tu as tout à fait dit ça. Il est, en tout cas, clairement, l'un des quarterbacks les plus surcotés de la ligue. Ça, je pense que ça, c'est maintenant un fait établi, que je dis ce côté de la ligue, je parle de Trevor Lawrence. C'est un fait établi. On nous l'a vendu comme le prochain Andrew Luck. Ouais, mais on a plutôt Andrew Bad Luck, si tu veux. Parce que là, les mecs, tu vois ce que je veux dire, il a fait pchit. Il a eu une première saison Urban Meyer. Ok, pas de souci, on lui passe sa saison. Ok, c'était du grand n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Maintenant, il a un vrai coach. Doug Peterson, vainqueur du Super Bowl en plus contre les Patriots. Donc, tu vois, il a un client en coach. On lui a donné des receveurs, on lui a donné un tight end. Il a une défense qui est parfois un peu perméable, mais sinon, il a une vraie team autour de lui. Et puis, il a un vrai jeu au sol qui lui permet de le libérer un petit peu et il a un Travis Etienne. peu. Il a un Travis Etienne qui est très, très efficace à la course, mais surtout à la passe. Mais il reste très efficace comme running back. Donc, tu vois, il n'a pas toute la pression sur lui. Il a des armes. Et puis, au final, ça fait pchit. Alors, il a une victoire en playoff la saison dernière. C'est contre les Chargers. Donc, bon, ça compte pas vraiment. Ouais, moi, je pense que là, on a un souci. Et c'est genre, en plus, le quarterback qui est nul,
mais qui est assez bon pour garder son poste. Un peu comme Daniel Jones, à mon avis, tu vois. De toute façon, c'est pour ça qu'ils ont des stats comparables. Ouais. C'est que tu seras obligé de le payer. Non, c'est vrai, en Mais plus, tu sais quoi, même aujourd'hui, en parlant, si on fait une comparaison, tu me dis qui est meilleur entre Daniel Jones et Trevor Lawrence, ben, je dirais Trevor Lawrence. Parce que inconsciemment, en fait, comme il est surcoté et qu'on nous l'a vendu comme un mec qui est bon, et qu'on nous dit à chaque fois que le gars est bon, ok, probablement qu'il est bon, mais il fait n'importe quoi. là, Il est clairement. pas en tout cas, il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau où on l'attend. Il n'est pas au niveau de soit ce qu'il vaut, soit, soit ce qu'il est capable de montrer. On ne le voit pas. Non. Non, c'est vrai qu'il déçoit clairement. Et encore une fois, il est premier choix de draft, first pick overall. Et au final, tu as un Daniel Jones qui a exactement les mêmes stats que lui en carrière. Donc, pour moi, il est vraiment problématique, ce joueur-là. Et comme j'ai dit, il est nul, donc tu gagneras rien avec lui. Mais quand je dis il est nul, encore une fois, il est nul. On le compare à d'autres quarterbacks NFL. On ne le compare pas par rapport à nous. Mais il est nul, mais il n'est pas assez nul pour avoir un haut shot draft. Donc, il est assez bon, entre guillemets, pour se faire payer. Mais tu vas être coincé avec lui parce que tu n'iras nulle part. Tu ne vas rien gagner avec lui, mais tu vas être coincé avec lui parce que tu es obligé de le payer. Tu vois. Donc là, sur les 4-5 prochaines années, tu seras obligé de le payer à Jacksonville, donc tu l'auras comme quarterback. Tu ne gagneras rien, hein, mais tu l'auras comme quarterback. Donc, ça me fait penser au QB qui était là avant lui, qui était Blake Bortles. Ouais. Qui était pas mauvais. Je pense pas qu'il était plus mauvais que lui en plus. Mais en soi, il a été en finale AFC, quoi. Mais il avait une grosse équipe autour de lui et il a quand même été en finale AFC. Et puis au final, après, ils ont gardé un QB qui était là et bon, il faisait les matchs, quoi. C'est ça. Et puis au bout d'un moment, il a fini par montrer ses limites. Et quand il a commencé à faire perdre des matchs, eh bien, là, ils s'en sont débarrassés. Ils se sont retrouvés avec le first pick et ils ont pris Trevor Lawrence. Pourquoi pas? Mais là, pour moi, c'est pas le bon choix. Après, Mac Jones, oui, il est responsable de ce qui arrive chez les Patriots, mais même si j'adore Bill Belichick, je dois lui mettre aussi une part de la responsabilité, une grande part de la responsabilité, notamment quand il a embauché Matt Patricia, qui était un coordinateur défensif, pour le mettre coordinateur offensif, et quand il a pris Joe Judge, qui était un gars des special teams, et qu'il l'a mis en quarterback coach. Donc, il a un petit peu saboté la carrière de Mac Jones chez les Patriots. Donc, pour moi, voilà, sa part de responsabilité, elle est là. Après, comme tu l'as dit, ça nous permet d'en parler. Voilà, vous l'avez appris aujourd'hui. On l'a appris aujourd'hui. Bill Belichick ne sera plus l'entraîneur de mes Patriots. Il ira coacher autre part. Par contre, ça, c'est sûr qu'il aura une équipe NFL l'année prochaine parce qu'il ne prend pas sa retraite. Mais voilà, il a décidé d'un commun accord avec Robert Kraft, le propriétaire, d'arrêter l'aventure chez les Patriots après 24 ans. Et moi qui ne suis pas habitué à changer de coach tous les ans, c'est la première fois que je perds mon coach, hein, je te le dis. Depuis, ça fait 10 ans que je suis les Patriots, plus de 10 ans que je supporte les Patriots, c'est la première fois que je perds mon coach. J'avais envie de chialer. Je te comprends parce qu'il y a une histoire d'amour qui s'est créée avec lui. En plus, c'est un coach qui a mené à la victoire à plusieurs reprises. Donc, il y a vraiment un lien qui se crée. Là, pour le coup, je comprends. Là, il m'a fait. Je sais pas s'il va continuer de coacher. J'ai des doutes. Non, il a clairement dit, il a encore envie de coacher et qu'il va coacher la saison prochaine. Là, il a dit en conférence de presse. Et en plus, il y a déjà des équipes qui sont sur lui. Alors, on ne connaît pas le nom de toutes les équipes, mais c'est clair qu'il va coacher. C'est 99,99% sûr qu'il va coacher la saison prochaine. Tu vois. Et c'est ça qui me fait encore plus mal, c'est que de le voir dans une équipe adverse. Déjà, j'ai eu du mal avec Tom Brady. Là, tu mets en plus Bill Belichick, mais là, c'est juste pour me faire mal, tu vois. Là, c'est pour me faire souffrir. Après, c'est un challenge. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, pour Brady, à un moment donné, on disait oui, mais s'il n'est pas aux Patriots avec Bill Belichick, ouais, il vaut rien. Bon, moi, je faisais partie de ces gens-là. Hein. Ouais. Ça, c'est vraiment, tu sais, le seum de le gars, il fait que de gagner, on n'arrive pas à le battre, il a les arbitres avec lui, enfin bref, on ajoute tout ce qu'on peut ajouter. ça, c'est parce que c'est la jalousie de quand quelqu'un gagne. Ouais, mais le gars change complètement de franchise. Il change de système
il est champion. Il a plus d'apparence en finale de conférence NFC qu'Aaron Rodgers. Qui a passé. Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, Tom Brady a juste passé 20 ans de sa carrière en AFC et il a joué 3 ans en NFC. Aaron Rodgers a juste passé, depuis 2008, avec qu'il est titulaire, il est titulaire en NFC. Sauf cette année, tu vois. Donc, il a passé, je vais dire une bêtise, le calcul est fait, il a fait passer 14 ans. Il a fait une finale de conférence. Tom Brady en a fait 2. Et Tom Brady a plus de victoires contre des équipes NFC en playoff qu'Aaron Rodgers. Non, mais on ne s'en rend pas compte. Hein. Mais ouais, Bill Belichick, moi, ça m'a vraiment brisé le cœur aujourd'hui. J'ai envie de chialer, j'ai plus envie de faire aujourd'hui quand j'ai appris ça. Et parce que moi, je faisais partie de ceux qui disaient qu'il fallait lui laisser sa chance encore, qu'il l'avait mérité, et que de toute façon, on ne vire pas le meilleur coach de l'histoire. Non, c'est lui qui part. Non, c'est lui qui part. Après, le remplaçant, ce sera qui? Le remplaçant, il y a des noms qui circulent. Tu dis? Il y a des noms qui circulent, déjà. Je pense que le remplaçant, il s'est fait virer d'une autre équipe. Ben, il y a éventuellement lui, Mike Vrabel, l'ancien des Titans, et l'un des candidats favoris de tous ceux qui aiment les Patriots, moi. Donc clairement, moi, si Mike Vrabel il est bien, je ne dis pas non. Il y a aussi Jerod Mayo, l'ancien linebacker des Patriots, sous l'ère Belichick, qui était un assistant head coach cette année. Donc, mais quoi qu'il arrive, ce qui est à peu près sûr, ça sera un gars de la maison. On ne va pas prendre un gars qui sort de nulle part, un jeune coordinateur offensif d'une équipe un peu sexy. Non. Tu vois, par exemple, celui des Lions, lui, il suffit de la convoitise, pas chez nous. J'ai rien contre lui, hein, je ne dis pas qu'il est mauvais ou quoi, mais nous, on veut garder des gars de la maison. On a une culture qui est en place, on veut garder des gars de la maison. Et, mais bon, franchement, et tiens, j'ai un truc à dire aussi. J'ai vraiment la haine, parce que j'ai vraiment la haine contre les médias et toutes les fans des Patriots qui ont demandé à ce qu'on vire Bill Belichick. J'ai vraiment la haine de ces gens-là, parce que si ça se passe mal pour nous pour les prochaines années, dans les prochaines années, ce qui est aussi possible hein, pour le coup, puisqu'on a perdu le meilleur quarterback de l'histoire et le meilleur coach de l'histoire, si ça se passe mal pour nous sur les prochaines saisons, ces gens-là, je vous haïrai jusqu'à la fin de mes jours et vous aurez du sang sur les mains. Clairement, vous aurez du sang sur les mains. Non, mais c'est vrai. Ils ont mis la pression. Et c'est la pression populaire qui a fait que Robert Kraft et Bill Belichick se sont séparés. Si ce n'est pas pour ça, ils seraient encore en train de travailler ensemble. Mais il y a une telle pression depuis 3 mois. Ah ouais, les Patriots ne sont pas bons depuis 3 ans. Ouais, on a gagné pendant 20 ans, les gars. On peut être un peu médiocre pendant 3 ans, surtout qu'on vient de perdre le meilleur joueur de l'histoire. Bien sûr. Mais non, nous, voilà, c'est tout gagné tout de suite. Voilà, c'est la culture de l'instant. Ça, c'est un peu le monde d'aujourd'hui et qui fait que on se sépare du meilleur coach de l'histoire. Et moi, je suis vraiment triste. Mais blague à part, hein, je suis vraiment. Mais honnêtement, je pense que pour tous les passionnés de NFL, de foot, c'est une page qui se tourne. Déjà, de voir Brady partir, même si moi, je faisais partie de ses détracteurs, et justement, il me faisait parler, mais il me faisait parler foot et il me faisait vivre foot. Des fois, je regardais des matchs juste pour le voir perdre, mais il gagnait. C'était relou. Il m'a fait abandonner des Super Bowls où, vas-y, j'arrête de regarder parce que je regarde au début parce que je veux le voir se faire saquer, je veux le voir se faire intercepter, je veux le voir perdre, je veux le voir être triste à la fin du match. Donc, je regarde. Je suis le truc. Mais franchement, dès qu'il est passé au Buccaneers, j'ai complètement changé d'attitude par rapport à lui. Ouais. Parce que je sais, le fait de changer de franchise, de club, de système, d'environnement, tu te challenges, tu sors de ta zone de confort et tu arrives à performer quand même. Tu ne peux qu'admirer. Donc, c'était une page qui se tournait. Et pareil, là encore, Bill Belichick qui s'en va pour les Patriots. Même s'il va coacher dans un autre club, dans une autre franchise, c'est une page qui se tourne parce que ça veut dire aussi que généralement, quand c'est comme ça, c'est la fin d'une histoire. Donc, et c'est la fin de combien d'années? 24 ans. 24 ans, c'est une à 2 générations. C'est beaucoup. Ah, mais non, mais c'est extraordinaire ce qu'il a fait. 300 et quelques victoires. Surtout dans la période où on a la free agency
et le salary cap, enfin, c'est incroyable. Tout est fait pour que la NFL soit qu'il n'y ait pas d'équipe, qu'il n'y ait pas de dynastie. Tout est fait pour qu'il n'y ait pas de dynastie en NFL. Eh ben, lui, il en a eu 2. Bah oui, mais c'est ça, clairement. Et puis, avec des joueurs, faut aller chercher un Julian Edelman, faut aller chercher. Moi, quand j'ai connu les Patriots, c'était un receveur qui cartonnait là-bas, c'était John Branch. Ouais. Qui fait, je ne sais même pas s'il vient 1m80. À peine. Mais efficace comme jamais. Wes Welker, c'est des mecs. Les running, c'est pas des grands noms, des gros noms, mais c'est des mecs super efficaces. Ouais, tout à fait. Donc, c'est là que le génie du coach, il rentre en place, et le génie de Tom Brady, mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Tiens, on va poursuivre, parce qu'il faut quand même qu'on parle des matchs. En tout cas, on donne les Texans, tous les 2 vainqueurs. Hein. La cote est à 2, elle est belle. Pour moi, la value, elle est là en plus. Je trouve que les bookmakers sous-estiment un petit peu les Texans, surtout à domicile. Après, c'est logique. Rookie quarterback, rookie head coach. Mais on verra. Texans vainqueurs. Let's go. Prochain match. Dans la nuit de samedi à dimanche. On risque d'avoir le match le plus froid de l'histoire de la NFL et des playoffs NFL. Plus froid que le Ice Bowl entre Green Bay et les Cowboys. Là, on aura les Dolphins de Miami qui vont se rendre à Kansas City, donc dans le Missouri, pour affronter les Chiefs dans un match où ils devraient faire, j'ai entendu dire, donc encore à vérifier, mais de toute façon, la météo, ça, c'est pas une science exacte, mais j'ai entendu dire qu'il ferait moins 12 degrés Fahrenheit. Ah, d'accord. C'est-à-dire moins 24 degrés Celsius en ressenti. Okay. Là, les météorologistes disent qu'il y aura un froid qui sera même dangereux pour la vie. Mais le pire dans tout ça, c'est que tu vas regarder le stade, il va être rempli. Blindé. Il va être rempli. Et les joueurs, ils vont tout donner. Ils vont tout donner. Mais je pense que ça va être un match brouillon. Parce qu'il va falloir réussir à se mettre dedans à cause du froid, ça va être difficile. Mais ça va être brouillon parce que les Chiefs, cette année, c'est brouillon. On est très loin de l'équipe où, quand tu les jouais, bah, tu savais qu'il fallait les stopper au moins un drive. Parce que les gars, ils scorent à chaque drive. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, ils arrivent à passer. C'est vraiment au petit bonheur la chance. Après, ils ont une bonne défense. Excellente défense. Ouais. Top 3 de la ligue. Donc, ils ont une très, très grosse défense. Donc, face aux Dolphins, les Dolphins, on a une attaque explosive, ultra rapide. Là, rapide dans le froid, je pense que ça ira peut-être un peu moins vite. Sans Jalen Waddell. Sans Jalen Waddell. Là, sur ce match-là, moi, je mettrais les Chiefs parce que je pense que l'attaque des Dolphins va caler face à la défense des Chiefs. Et malgré que les Dolphins aient une bonne défense aussi, je pense que c'est les playoffs. Et les Chiefs, ils connaissent ça. Ouais. Ils ont l'expérience des playoffs. Ils ont un coach qui est, je ne vais même pas dire super expérimenté, mais après, c'est pas parce que tu connais que tu passes. C'est sûr. Mais je pense que l'expérience va faire la différence sur ce match-là. Moi, mon analyse va être beaucoup plus simple que toi. Il n'y a pas d'expérience ou pas d'expérience. Ça va être ça, mon analyse. Miami, quand les joueurs vont partir de Miami, il va faire à peu près, 30 degrés Celsius. Ils vont arriver, ils vont perdre 60 degrés, littéralement. Ils vont littéralement perdre 60 degrés, ils vont aller dans le Missouri. Après s'être entraîné toute l'année à 30 degrés. Sur un terrain qui sera gelé, il risque de neiger ou il risque pas de neiger, mais en tout cas, de toute façon, il y aura de la glace de partout. Parce qu'il va faire moins 25 ou moins 30. Donc, non, pour moi, les pauvres dauphins, non, dans le froid, ça meurt. Donc, j'y crois pas. Et puis aussi, autre chose qui me fait pas y croire, c'est qu'en général, quand tu vas dans des pays ou dans des zones où il fait froid aux États-Unis, ce qui voyage bien en playoffs, c'est la défense.
Alors, les Dolphins ont une bonne défense, mais ils ont perdu beaucoup trop de joueurs. Dont le dernier, là, c'est Bradley Chubb. Donc, je ne sais même pas comment ils vont mettre la pression au quarterback. Offensivement, ça pioche depuis quelques semaines parce que Tyreek Hill n'est pas en 100%, il n'est pas à 100%, parce que Jalen Waddell est blessé, Raheem Mostert n'est pas à 100%, et Chan, il se blesse toutes les 2 semaines. Donc, et toi, Tango Valewa, enfin, sans ses armes, après, Trevor Lawrence, c'est peut-être le quarterback le plus surcoté de la ligue. Donc, pour moi, malheureusement, ça va être simple. Les Chiefs vont gagner ce match et je vais même regarder les codes parce que je ne te l'ai pas donné avant. Ben ouais, c'est vrai. Les Chiefs sont cotés à 1,42 à domicile, les Dolphins à 2,60. Ça me choque pas. Moi non plus. Ça me choque pas parce que sur le papier, je pense que le match il peut être serré. Mais dans les conditions dans lesquelles les matchs vont se dérouler, et puis aussi, il faut voir la dynamique sur laquelle sur lesquelles sont les Dolphins. C'est pas ça. Hein. Non, du tout. Du tout. Là, la dynamique des Dolphins, elle est clairement négative. Ils ont perdu un match décisif la semaine dernière qui pouvait leur donner le titre de division et un meilleur seeding en playoff, qui leur aurait évité d'aller dans le Missouri sous moins 30 degrés et qui leur aurait permis donc d'avoir un match de playoff à domicile. Tu vois? Donc, à plus 30 degrés. Mais là, ils vont à moins 30 parce qu'ils ont perdu un match. Ils n'ont pas pu gagner à domicile. Je tiens à préciser, ils ont joué à domicile contre les Bills qui leur avaient déjà mis 50 points au match aller. Donc, ils n'ont même pas eu la fierté de battre l'équipe qui leur a mis 50 points. Donc, non. Moi, les Dolphins. Alors, les Dolphins, je pense que c'est une équipe de. Cette équipe-là, c'est une équipe de saison régulière. Elle est belle à voir jouer quand il fait beau, quand ils jouent à Miami ou quand on est en août, septembre. C'est agréable. Ils vont très vite, ils font des actions impressionnantes. Mais je ne les vois pas comme une équipe compétitive capable de gravir les échelons des playoffs. Les dernières marches, elles sont très difficiles, elles sont très hautes et je pense que ce sera trop haut pour eux. Surtout qu'ils n'ont battu aucune équipe avec un record positif cette saison. Donc il y a ça aussi, tu vois. Donc c'est très très problématique. Mis à part peut-être les Cowboys, ils ont battu une équipe, allez, les Cowboys avec un record positif. Cette saison, sachant que les Cowboys, une des pires équipes NFL à l'extérieur. Donc est-ce que ça compte vraiment, tu vois? Et les Dolphins, sur le dernier mois de compétition, allez, sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires et 3 défaites. C'est pas la meilleure des dynamiques pour entamer les playoffs. Hein. Non, du tout. Donc ouais, victoire des Chiefs 1,42. Bon, c'est pas la cote du siècle, mais en fait, je ne vois pas un monde dans lequel les Dolphins battent les Chiefs. Alors, si je me trompe, j'aurais pas l'air con, hein, mais j'y crois pas. Non, même dans un multiverse, à mon avis, ils perdent à chaque match. Hein. Ah ben oui, je vois pas vraiment un scénario où ils gagnent, tu vois. Ok, prochain match. Alors, dimanche, 19h. Donc ça, c'est un peu l'horaire classique du Red Zone. Sauf qu'il n'y aura qu'un seul match. C'est les Steelers de Pittsburgh qui se rendent donc dans l'État de New York plutôt, pour affronter les Bills de Buffalo. Alors, quelles nous disent les cotes? Les Bills sont cotés à 1,16, les Steelers à 4,40. Est-ce étonnant? Non. D'autant plus que TJ Watt ne va pas jouer ce dernier match, ce futur dernier match de la saison. Oui, je pense que c'est le dernier match des Steelers. Déjà, je suis très surpris de voir les Steelers en playoff. Miraculeux. Je ne les attendais pas du tout en playoff. Pour moi, c'est une équipe qui, je vais pas dire qu'elle est en fin de course parce qu'ils sont en reconstruction. Je vais parler du coaching. Pour moi, il est en fin de course. Il a la chance parce que pour moi, les derniers matchs qu'ils ont gagnés, c'était vraiment sur des coups de chance. C'est pas des matchs maîtrisés. C'est pas. Il y a des joueurs qui ont explosé. Il y a George Pickens qui a explosé en fin de saison. Ouais. Il y a eu Deontay Johnson aussi. Hein. Deontay Johnson, il y a Najee Harris qui s'est réveillé aussi sur la fin de saison. Mais pour moi, c'est une équipe qui n'a rien à faire là. Clairement, c'est une équipe qui n'a rien à faire là. Ouais. Et
En face, les Bills, je pense que Josh Allen, déjà, quand tu lui mets la pression, c'est dur. Alors, quand tu n'as pas ton meilleur joueur pour mettre la pression sur Josh Allen, Ah ben ça, je pense que tu vas passer une mauvaise soirée. Vraiment, à 19h, ils vont passer une mauvaise soirée. ouais, je suis assez d'accord. Les Steelers, c'est l'équipe la plus limitée des équipes qualifiées en playoff. C'est-à-dire que j'ai même plus confiance aux Buccaneers dans la NFC qu'aux Steelers en AFC, tu vois. C'est l'équipe la plus limitée, mais qui malgré tout se retrouve avec tout ce qu'on a dit sur cette équipe, se retrouve avec un record de 10 victoires pour 7 défaites et qualifié en playoff. Alors, comment c'est possible? On ne sait pas. Le fait est qu'ils l'ont fait. Donc, il faut rendre à César ce qui appartient à Jules. Mike Tomlin, en effet, on peut penser ce qu'on en veut. Moi, j'aime bien et je pense que après, il a bénéficié aussi de Big Ben. Mais même quand Big Ben, tu vois, n'est pas là, il arrive à. Alors, c'est pas impressionnant, hein, c'est laborieux. Hein. Ah, c'est laborieux. Eh bien, il se qualifie en playoff. Alors, bien Ça, c'est évidemment, vrai. il lui faudra un tout autre quarterback et toute autre attaque pour pouvoir espérer un jour remporter le Super Bowl une deuxième fois. Mais en tout cas, c'est une équipe qui se bat et je ne sais pas s'il y aura blowout possible. C'est un match, ça peut aller dans les deux sens, mais c'est une équipe qui va se battre. Ça, c'est clair. Les Steelers, c'est leur mentalité. Et de l'autre côté, on n'est pas à l'abri que Josh Allen, il pète des câbles. Tu vois un peu le syndrome Joe Fiasco, il peut toucher Josh Allen. Sachant que les Bills, moi qui les pratique, hein, pour le coup, qui sont dans la division de mes Patriots, c'est une équipe qui a perdu 2 fois contre les Patriots. Non, pas 2 fois, mais qui a failli perdre 2 fois contre mes Patriots cette saison. On n'était pas loin. C'est vrai. C'est Après, la défense des Patriots, c'est pas n'importe quelle défense. Elle est très, très bien coachée. Là, il faut quand même le dire. Oui, tout à fait. Ça, c'est quand même la grosse force des Patriots. Mais sur ce match-là, franchement, je ne vois pas les Steelers voir le jour. Ouais, donc pour toi, c'est un match à sens unique. Ah, pour moi, c'est un match. Je salue le travail de Mike Tomlin d'être en playoff parce que il y a 32 équipes qui se bagarrent pour être en playoff. Et quand il est, après, tout est possible. Quand on est en playoff, même si tu as fait une saison catastrophique, mais tu as réussi à te hisser en playoff, et on est sur un match. Et sur un match, tout est possible. Tu peux passer au tour d'après. Mais honnêtement, vu le niveau des deux équipes, je pense que les Bills, ils ont un jeu qui a évolué au cours de la saison. Par exemple, la relation Josh Allen et Stephon Diggs a complètement changé. Ils ont changé leur stratégie de jeu. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Mais malgré tout, ils arrivent à performer. Ils ont un jeu au sol qui est beaucoup plus élaboré qu'en début de saison. Et je ne vois pas les Steelers les stopper. Non, Là, pour le coup, j'ai du mal. Moi, voilà, encore une fois, ce qui peut me chagriner du côté des Bills, c'est qu'ils ont tendance à redescendre au niveau de leurs adversaires. Et quand ils jouent contre des adversaires, entre guillemets, plus faibles, eh ben, ils jouent moins bien que quand ils jouent contre des adversaires de très haut niveau. Quand ils jouent contre Kansas City ou les équipes de top niveau, eh ben, ils sont top. Mais quand ils jouent contre des équipes mauvaises, eh ben, ils sont mauvais. C'est ça. Et ça, c'est dangereux, surtout en playoff. Parce que, n'oublions pas, c'est la même équipe qui perd contre les Jets lors de la première journée de playoff. De saison régulière plutôt, quand Aaron Rodgers se blesse et qu'on a Zach Wilson qui termine le match et qui les bat. C'est la même équipe qui perd contre mes Patriots, qui n'arrivait pas à marquer un point de la saison, et mes Patriots leur met 29. Donc, attention aux Bills, mais c'est vrai. Normalement, victoire des Bills. Prochain match, on a donc à 22h30 dimanche les Packers de Green Bay qui se rendent donc dans le Texas pour affronter les Cowboys de Dallas. Alors, voyons voir ces cotes de ce match. 1,28 pour les Cowboys et 3,30 pour les Packers. Tiens, t'en penses quoi de ce match? Déjà, c'est un match que je vais regarder parce que je pense que ça va être un excellent match.
Comparé à d'autres matchs où, par exemple, le Steelers-Bills, je ne sais pas si je vais passer beaucoup de temps dessus, mais en tout cas, ce match-là, Packers-Cowboys, je peux te garantir que je vais le regarder parce que les Cowboys, mine de rien, ils ont une grosse attaque. Ça joue très très bien. Dak Prescott, il fait des matchs impressionnants. Alors, je pense que j'aimerais bien connaître ses stats parce que je pense qu'il a des grosses stats. Là, pour le coup, je pense que là, on est sur un QB qui est sous-coté. Il a Ouais, un receveur qui est, je ne vais pas dire qu'il est en feu, mais CeeDee Lamb, il est en train de péter des scores. Il fait des matchs incroyables. Il reçoit un nombre incalculable de ballons. Tout est catché quasiment. Et c'est pas toujours facile à attraper. Face à la défense des Packers qui, c'est pas la meilleure. Donc je pense qu'ils auront de quoi scorer et de quoi faire des gros jeux. Et en face, l'attaque des Packers, il n'y a pas de star. Vraiment. Quand je dis star, il y a pas de joueur ultra performant. Mais Jordan Love, il a fait une saison improbable incroyable ce qu'il fait. avec les joueurs qu'il a. C'est incroyable ce qu'il fait. C'est un QB qui est dans sa troisième année, donc, mais qui est dans sa première année en tant que titulaire. Il a autour de lui une équipe quasiment de rookies chez les receveurs, de rookies ou de deuxième année. Il n'a pas eu trop de jeux de course cette année parce qu'Aaron Jones a été quand même pas mal souvent, a été pas mal blessé. Et il succède à Aaron Rodgers. Et il te sort une saison comme ça, mais c'est incroyable. Incroyable ce qu'il sort. Et en plus, ils sont sur une très belle série de victoires. Donc, c'est une équipe qui a le vent en poupe et qui arrive en playoff avec l'insouciance et la confiance. Donc, tu tombes face à une équipe des Cowboys qui, elle, alors, a la confiance parce que ils sont quand même finis par remporter un peu de façon miraculeuse dans la division. Et une équipe des Cowboys qui, à domicile, est l'une des meilleures équipes de la NFL. Alors, Dakota Prescott, je cherche les stats parce que j'ai envie de comparer. Tu vas Dakota le comparer à Prescott. Trevor Lawrence aussi? Non, mais non, on va pas comparer ce qui n'est pas comparable. Mais j'ai vu les stats et c'est ça que je suis en train d'essayer de retrouver. Alors, Dak Prescott par rapport à Lamar Jackson, cette saison, il a de meilleures stats. Ah. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'à l'extérieur, quand des équipes qui ont un bilan positif, ce n'est même pas comparable. Lamar Jackson est largement au-dessus. C'est pour ça que Lamar Jackson est MVP pour moi, à mon avis. Parce que si on compare Dak Prescott et Lamar Jackson, eh bien, Lamar Jackson, les stats face à des équipes de très haut niveau, c'est-à-dire des équipes avec un bilan de 0,5 ou plus, eh ben, lui, il est quasiment parfait. Lamar Jackson, je pense que, enfin, je pense. Lamar Jackson, dans les gros matchs, il est là. Face à des adversaires qui sont au niveau et des équipes, comme tu le dis, avec des bilans positifs, il est capable de faire la différence. Dak Prescott, c'est plus fragile. Il fait une bonne saison, il fait une bonne fin de saison. Je pense qu'il y a peu de gens qui croient en lui, et malgré tout, il est là. Donc, il est solide aussi psychologiquement. Ah oui, Il a beaucoup de détracteurs. Non, mais après, c'est les Cowboys. Donc, tu vois, forcément, les Cowboys égale détracteurs. Et les Ravens, ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs de playoff depuis que Lamar Jackson est là. Donc, c'est aussi beaucoup de détracteurs au final. Mais cette saison, il a fermé des bouches, Lamar Jackson. Très clairement, il a montré qu'il était le MVP. Voilà. Pour moi. Ouais, moi, je te le redis, hein, je pense que c'est le MVP de la saison. Et vu l'équipe qu'ils ont, comment ils jouent, comment ils sont coachés, pour moi, c'est l'équipe championne de cette année. Ah, c'est. J'aurais envie de te dire oui s'il n'y avait pas une équipe en Californie, tu vois. J'aimerais bien connaître la cote aujourd'hui des Ravens champions. Elle est à 4 quelque chose. Ah ben, si j'avais 10 euros dans ma poche, malheureusement mes poches sont vides. Et si j'avais 10 euros dans ma poche, j'aurais mis 10 euros sur les Ravens champions dès aujourd'hui. Ah ouais.
T'es si confiant que ça? Sur les Ravens, oui, clairement. À l'inverse, sur ce match-là, Packers-Cowboys, tu m'as dit que la cote pour les Packers, c'est 3, c'est ça? 3,30, ouais. 3,30. Bah, je suis presque prêt à mettre un billet sur les Packers, parce que du coup, ça vaut le coup. Et en Ouais. plus, c'est faisable. Oui, 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 tout à fait. Les Packers, les Cowboys nous ont habitués à faire n'importe quoi en playoff. Donc, non, mais c'est vrai. Ça, si tu veux, ça, c'est une constance. C'est-à-dire que depuis que Dak Prescott et même avant Dak Prescott, les Packers, c'est une équipe qui a souvent, les Cowboys plutôt, c'est une équipe qui a souvent beaucoup de hype arrivé en playoff. Quand ils y sont, en tout cas, ils sont très hypés. Ouais, les Cowboys, cette année, c'est la bonne. Cette année, c'est la bonne. Alors, on entend ça depuis 1995. Cette année, c'est la bonne. Cette année, c'est la bonne. Et au final, c'est toujours la même chose. Ils choquent. Ils choquent. Ils choquent. Donc, je ne serais pas surpris qu'ils choquent. Sachant qu'en face, les mecs, ils n'ont rien à perdre. Absolument rien à perdre. Ce sont des mecs, c'est une équipe qui s'est qualifiée dans les playoffs à la dernière minute. Ils ont été chercher leur victoire. Et comme tu le dis, là, ils vont venir avec l'insouciance et sans pression. Alors que la pression, là, elle va être du côté des Cowboys. Et les Packers, ils vont venir vraiment sans pression, déterminés, et ils vont tout jouer. Donc, moi, je verrais bien les Packers battre les Cowboys. Ouais, donc tu pars sur l'upset. Alors moi, je vais regarder, je sais plus ce que j'avais mis dans mon bracket, mais ouais, eh ben écoute, on est d'accord. Parce que je suis en train de regarder mon bracket et je crois, et quand je dis je crois, c'est que je sais que en fait, j'ai mis les Packers vainqueurs face aux Cowboys. Hein, donc j'ai prévu un collapse, encore un choke job de nos Cowboys, parce que c'est leur habitude. Et encore une fois, ils sont en grave danger parce que, certes, l'attaque des Cowboys est en feu, mais la défense des Packers aussi, en ce moment, elle est en feu. Et du côté de l'attaque des Packers, certes, la défense des Cowboys est excellente. Donc, le match-up, il n'est pas en la faveur des Packers. Mais on est en playoff, il n'y a plus forcément de choix rationnels. Il y a des choses tout à fait irrationnelles qui se passent en playoff, comme les chokes. Et les Cowboys sont capables de choke à domicile face à une équipe qui est plutôt enquiquinante. Donc, on verra. Donc, allez, on va aller sur le premier upset alert tous les deux. Victoire des Packers, 3-30 hein, face aux Cowboys dans un match qui, pour moi, sera très serré. Oui. Très d'accord avec toi. Ok. Tiens, prochain match. Lundi à 2h du mat. Je serai réveillé. Le retour du fils prodigue. Le retour de Matthew Stafford, l'enfant de Détroit, qui a passé 10 ans de sa carrière à Détroit, qui a été misérable pendant 10 ans, n'a rien gagné. Un match de playoff, je crois qu'il a dû jouer en 10 ans à Détroit. C'était un beau match. C'était un beau match. Mais qui est tradé à Los Angeles, qui donne en plus de ça, je crois, un first round, un premier tour de draft aux Lions, contre Jared Goff. Et là, donc Jared Goff qui était chez les Rams se retrouve chez les Lions, et Stafford qui était chez les Lions se retrouve chez les Rams. Et les deux se rencontrent pour la première fois en playoff, en tout cas, depuis le trade, le fameux trade. T'en penses quoi de ce match? Tu as bien raconté l'histoire. Parce que des deux côtés, on connaît très bien les QB. Matthew Stafford, quand il va arriver à Détroit, personne ne peut le haïr. Parce qu'on aime ce QB. On aime ce QB. Il est formidable, il est magique. Et c'est un combattant. Il a fait des matchs avec des blessures. C'est un soldat. C'est un QB qui donne envie de jouer, qui donne envie de regarder les matchs et qui donne envie de supporter l'équipe. C'est grâce à lui que j'ai tenu le coup pendant autant d'années à pas aller en play-off. Et même quand on est allé en play-off et qu'on a perdu, j'étais content. Grâce à lui. Ouais, maintenant, il est en face.
Donc, je suis très content de le voir jouer encore. Je suis très content qu'il ait pu gagner un Super Bowl parce que c'est un joueur vraiment de talent qui méritait de gagner au moins un Super Bowl. Vraiment. Mais ça y est. Ah, ça y est, tu as changé de maillot. On t'aime beaucoup. Tu as changé de maillot. Tu as eu ta gloire. On est très heureux pour toi. Ça y est, maintenant, c'est à nous. Donc, je ne veux pas connaître les codes, ça ne m'intéresse pas. Victoire des Lions, beaucoup à très peu. Donc, une attaque des Lions en feu. Donc, tout ce que je dis, c'est très objectif, d'accord? Oui. Une attaque des Lions en feu. Alors, ce qui est chiant, c'est que je ne sais pas si le tight end Sam Laporta va jouer. Non, il est out. Hein. Je crois qu'il est out. C'est très dommage parce que c'est une pièce maîtresse de l'attaque. Mm-hmm. Je suis pas inquiet parce que l'attaque, elle tourne bien. Il y a un gros jeu au sol. Jared Goff, il fait bien le travail. Il va pas chercher forcément, il va pas trop pousser les ballons. Il ne cherche qu'un seul joueur. Donc là, pour le coup, il en cherchait deux, il va en chercher qu'un seul. Il va le trouver. Lui, il va être capable de faire des jeux contre la défense des Rams, ça c'est sûr et certain. Après, de l'autre côté, au niveau des Rams, bon bah Matthew Stafford, on connaît le bonhomme. Hein. Ah, ça, ouais. Toi, surtout toi, ouais. Ah, on connaît le bonhomme et puis il a deux armes très efficaces, Cooper Kupp et Puka qui a fait une saison improbable. Tout à fait. Donc ça va être chiant. Ben, et donc pour toi, victoire des Lions. Bon, je comprends, hein. Moi, je vais quand même te dire les cotes. Les Lions sont cotés à 1,56. Les Rams, donc ils sont à domicile, les Lions. Les Rams sont cotés à 2,25. Donc, bien évidemment, les Lions sont favoris, mais en même temps, ils sont tête de série numéro 3. Donc, ce qui est, pour le coup, très logique, j'ai envie de dire, hein, qu'ils soient cotés à 1,56. Lions qui ont la deuxième défense contre la course de la Ligue cette saison. Mais l'une des pires défenses contre la passe. Jeu de passe qui est le point fort des Rams. Donc, à ce niveau-là, pour moi, déjà une petite difficulté. De l'autre côté, l'attaque aérienne et même l'attaque terrestre des Lions sont leurs points forts. De l'autre côté, chez les Rams, on a une bonne défense contre la bourse, plutôt bonne. Mais on est moyen faible contre la passe. Donc ça va jouer sur quoi, concrètement? On a perdu Sam Laporta d'un côté. On retrouve une équipe en forme physiquement de l'autre. Ça va se jouer sur les quarterbacks. Et là, on verra en fait qui a gagné le trade. On verra officiellement qui a gagné le trade. Est-ce que c'est les Rams et Matthew Stafford, même s'ils ont remporté un Super Bowl, donc peu importe ce qui se passe, le trade leur aura été bénéfique, net. Ou les Lions qui ont le vent en poupe en cette fin de saison, mais qui ont perdu une pièce maîtresse. Donc, ça va se jouer sur donc, ces deux quarterbacks-là. Et alors, moi, dans mon bracket, j'ai quand même mis, si je ne me trompe pas, les Lions. Attends, je vérifie. J'ai mis les Lions, vainqueurs. T'as bien fait parce que j'étais à 2 doigts d'arrêter l'émission. Mais par contre, blague à part, je pense que ce sera un match ultra serré. Ultra serré. Oui, je pense que ça va se jouer à 1 ou 2 points et que je pense qu'il y aura beaucoup de points. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, au niveau des stats, quand tu regardes la défense des Lions, tu as l'impression qu'il y a une grosse défense contre le jeu au sol. Je ne suis pas sûr qu'elle soit si performante que ça contre le jeu au sol. C'est surtout que comme c'est une équipe qui score beaucoup, en face, on a souvent tendance à courir après le score. Et quand on court après le score, on joue souvent à la passe. Et c'est pour ça que quand tu regardes les stats de la défense à la passe, elle est horrible parce que derrière, les gars, ils essaient de rattraper et ça passe et ça marche. C'est ça, nous, supporters des Lions, c'est ce qui nous fait peur. C'est que
on sait qu'on va mener, on sait qu'on va scorer, mais on sait que les autres, quand ils vont lancer la balle, ça va passer et ça va marcher. Et c'est pas ce qu'on aime. Ah non, non, c'est clair. C'est clair. Et ce qui me. Tiens, j'aimerais avoir ton avis, parce qu'il y a un truc qui m'a quand même dérangé. Alors, on a eu toute la polémique face aux Cowboys, le fait de tenter les 2 points. Moi, j'étais pour le fait de tenter les 2 points. Comme je l'ai dit, les Lions n'avaient aucun intérêt de risquer la blessure de leur joueur à aller en prolongation. Donc, étant déjà qualifié pour les playoffs, tu tentes les 2 points face à Dallas, tu gagnes, tu perds, ça ne change pas ta vie. Après, il y a eu toute la polémique autour des tackles eligibles ou pas. Mais ça, c'est un autre débat pour un autre jour. Oui, ça c'est un autre débat. Mais moi, honnêtement, j'aurais tenté les 2 points pareil. Parce que l'intérêt d'aller en playoff à ce moment-là de la saison, en playoff, en prolongation, overtime, à ce moment-là de la saison, il n'y en a pas. Et puis, c'est dans la philosophie aussi du coach. Il joue pour gagner. C'est ça. De toute façon, je pense que ce match aurait été plus tôt dans la saison. Cette décision aurait dû être prise plus tôt dans la saison. Il aurait fait la même chose. Il aurait tenté de la jouer à 2 points pour gagner les matchs. Parce que c'est un coach qui joue pour gagner. On a des coachs qui jouent pour faire match nul. J'en connais. J'en connais en France. Donc, message ciblé. Et tu as des coachs qui jouent pour gagner. Et lui, il est là pour jouer, pour gagner. Donc, tu sais que quand tu joues pour gagner, des fois, ça marche. Et des fois, ça ne marche pas. Là, pour le coup, ça n'a pas marché. Mais c'est la philosophie. Et je pense que c'est ce qu'il veut inculquer aussi à son équipe. Et c'est ce qui fait qu'ils marquent autant. C'est ce qui fait qu'ils vont aller chercher des victoires, des fois difficiles, très serrées. Et c'est ce qui fait qu'ils vont gagner ce match. Mais après, moi, je l'espère qu'il gagne le match. Mais ce qui me dérange, et pourquoi j'en ai parlé justement de cette conversion à 2 points, c'est que dans le match qui suit, littéralement, je crois, pas forcément le match qui suit, mais en tout cas, le dernier match de la saison régulière face aux Vikings, match qui, là, pour le coup, n'avait plus d'intérêt, mais plus le moindre intérêt pour les Lions. Le coach a décidé de faire jouer son équipe type tout le match. Et ça a coûté la blessure de Sam Laporta dans le 4e quart-temps. Sachant que tu aurais pu reposer tes gars juste la 2e mi-temps. Moi, je comprends, tu gardes les gars impliqués, il n'y a pas de souci. Mais c'est bien aussi d'impliquer tes backups dans un dernier match de saison régulière qui n'a aucun enjeu pour toi. Et c'est là où tu vois, OK, il est agressif dans son play calling, OK, c'est un mec c'est un winner, il tente le tout pour le coup, voilà. Il va donner tout pour gagner, il va essayer de gagner les matchs. Il joue pour gagner, comme tu dis. Mais là, il a manqué, à mon avis, il a manqué un peu de discernement. Il aurait dû se dire, OK, j'ai plus rien à prouver, même si c'est un rival de division, on va reposer les starters parce qu'on en aura besoin la semaine prochaine, parce qu'il savait qu'il n'allait pas être tête de série numéro 1 et qu'il allait jouer la semaine d'après. Laisse-moi conserver mes joueurs pour les garder dans une semaine. T'en penses quoi de ça? Alors, moi, je fais partie des gens qui, pour moi, à partir du moment où on commence la saison, il n'y a pas de match off. Qualifié ou pas qualifié, pour moi, il n'y a pas de match off. Après, il faut à un moment donné être raisonnable aussi. Et comme tu l'as dit, il faut garder les gars impliqués. En fait, de ce que moi je pense, c'est qu'il est sur une dynamique de victoire. Il veut continuer, il veut garder son équipe impliquée. Il fait jouer ses starters. Je comprends. Maintenant, il aurait dû les faire tourner plus tôt. Il aurait dû les faire tourner même tout court, en les faisant tourner en 2e mi-temps. Mais il voulait gagner le match. C'est aussi un match de... c'était des rivaux en face. Donc, il y a quand même ce sentiment de fierté qui fait que on est qualifié en play-off, mais ce match-là, il faut le jouer. C'est un match, c'est la bagarre, c'est la guerre. Donc, on ne fait pas de cadeaux. On va aller au bout. On a des supporters qui nous attendent au tournant. Les supporters, ils ont envie qu'on gagne tous les matchs. Après, ce n'est pas les supporters qui coachent, ce n'est pas les supporters qui sont responsables des blessures et ce n'est pas les supporters qu'on va virer en fin de saison. Non. Donc, sa décision de faire jouer son équipe 1 tout le match, je comprends.
évidemment, comme Sam Laporta est blessé, je crois qu'il y a aussi Khalif Raymond qui s'est Ouais, blessé. tout à Je ne fait, sais c'est vrai. pas s'il sera opérationnel. Évidemment, ça fait parler parce qu'ils sont blessés, mais s'ils n'étaient pas blessés, on n'aurait rien dit. C'est sûr, c'est sûr. Mais On bon. aurait dit les Lions sont sur leur dynamique et en ce moment, ils marchent sur tout le monde. Enfin, façon de parler. Mais moi, je sais pas si un gars en NFL, il aurait pas aimé avoir quand même quelques snaps off, tu vois. Après avoir joué pendant Quoi? T'es malade. 17 matchs, juste avant les playoffs, prendre un peu de repos et profiter pour récupérer un petit peu, quoi. Ah non, quand tu es compétiteur, je Ouais, te oui, c'est garantis, quand vrai. tu es Oui. compétiteur, s'il y a un match, je veux jouer le match du début à la fin. Je suis Oui, c'est vrai. blessé, je veux jouer le match du début à la fin. Je sais qu'on veut me mettre sur la touche parce qu'il y a un match la semaine prochaine. Je suis fâché. Tu les vois, les gars, quand Ouais. ils sont blessés. Ils sont pas fâchés parce que juste ils sortent. Ils sont fâchés parce qu'ils veulent jouer encore. Ouais, oui, oui, c'est sûr. Mais un joueur, il a envie de jouer, peu importe le stade où il a envie de jouer, il a envie de performer. Des fois, tu as des joueurs, quand le match il est fini, tu es dégoûté parce que tu as envie encore de jouer. Ouais, grave. Tu te Tu dis, vois? hey, j'ai encore quelques yards en moi, tu vois. Et oui, et puis surtout, j'ai vu que le mec en face de moi, je peux le brûler, il faut que je le brûle encore et encore et encore. Ouais. Mais ça, c'est pas au joueur de décider, c'est au coach de décider. Et c'est la lucidité de coach de dire, toi, je te sors pour te préserver parce que fin du match, j'ai besoin de toi, parce que la saison, elle est longue, parce que les playoffs, c'est la semaine prochaine, parce que j'ai plein de raisons, moi, en tant que coach, de te sortir et de l'assumer. Mm, mm. Est-ce que Dan Campbell, c'est un coach qui assumerait des choix comme ça? Oui, je pense. Là, honnêtement, je pense qu'il était dans sa logique de je joue pour gagner. Et malheureusement, il s'est planté. Enfin, il s'est planté. On va voir s'il s'est planté. Mais en tout cas, sur ce qui est de la gestion de son effectif, il y a un loupé. À mon avis aussi. À mon avis aussi. De l'autre côté, du coup, tiens, il y a les Rams, ça me fait penser que, après mon Bill Belichick, c'est Pete Carroll qui a été remercié, entre guillemets, été remercié. Alors, il ne quitte pas l'organisation, il restera en tant que consultant et Consultant conseiller. observateur, il me semble. Ouais. C'est ça, consultant, observateur, conseiller à Seattle. Lui, par contre, donc du coup, il va plus coacher. Mais voilà, je tenais à le préciser. Après, lui, il a fait 14 ans à Seattle. Il a remporté un Super Bowl face aux Broncos, 43-8. Il perd un Super Bowl contre mes Patriots, merci, 28-24. Sur une action que personne n'a jamais comprise. Sur l'interception de Malcolm Butler, je le remercie. Hein. Je le remercie. Franchement, blague à part, c'est ma plus grosse joie. Je sais pas si toi, tu es fan de soccer, comme on dit, mais c'est ma plus grosse joie en tant que supporter depuis l'Euro 2000. Oui, je vois. Depuis Mais l'Euro 2000. au niveau des émotions, Ouais, en fait, tu arrives sur un match où ça fait. Parce que Super Bowl, ça dure quoi? 3 heures à peu près? Pub comprise et mi-temps comprise. Donc ça dure à peu près. Au bout de 3 heures, on en est réduit à la dernière action c'est ça. pour choisir qui va gagner. Et puis, tu es sûr. Enfin, on est au bout, quoi. Il y a 1 yard à faire. C'est quoi? 1 yard, 2 yards. On Un est yard. là. Un Donc yard. c'est là. C'est vraiment la dernière action. C'est libérateur, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment le moment où tu. Là, c'est parce que la pression, tu peux pas faire pire que ça. Ah ben non. Ah ben non. Donc je comprends quand tu dis qu'au niveau des émotions, c'était. Et surtout que c'est très comparable, puisque l'interception de Malcolm Butler me fait vraiment en fait penser au but en or de Trezeguet, tu vois. Face à l'Italie en finale de l'Euro. C'est exactement la même émotion. Moi, à l'époque, j'avais 9 ans et demi. Je me souviens exactement de ce que je faisais ce jour-là, dans les bras de qui j'ai sauté à ce moment-là, où j'étais. Ah, on va te dire, hein, j'étais vraiment à côté de mon cousin sur le canapé de ma grand-mère. On était chez mes grands-parents en Guadeloupe. Et j'ai sauté sur mon cousin quand j'ai vu le but de Trezeguet, qui sort un peu de nulle part, parce que la reprise n'était pas facile. Quand j'ai vu le but, j'ai sauté, on a pété un plomb. Enfin, c'est ce genre d'émotion-là, parce que quand il a fait l'interception, je te jure, il était 5 heures du mat dans mon ancien appart, dans un petit appart où l'isolation n'est pas top, l'isolation sonore. Et j'ai sauté sur les murs. J'ai fait le fou. J'ai dû réveiller la résidence, très honnêtement. J'ai dû réveiller la résidence. Moi, étant à l'époque, en tout cas, un anti-patriote, parce que j'étais fatigué de les voir gagner,
J'ai presque pleuré. Hein. Ah, j'ai presque pleuré. Et puis surtout, j'ai pas compris l'appel du jeu. Comme je pense tous ceux qui ont regardé le match. Mais il a Et tous ceux qui expliqué. n'ont pas regardé le match, personne n'a compris l'appel du jeu. Il a expliqué à plusieurs reprises, hein, depuis, bien évidemment, et il disait, et son truc, il est logique, il disait, moi, j'ai plus de temps mort. Il reste 20 secondes, je suis sur les 1 yard, et moi, dans son esprit, il veut passer les 4 jeux. Tu vois, il a 4 jeux pour marquer un touchdown. Il ne se dit pas qu'il va perdre le ballon, tu vois. Il se dit, il a 4 jeux pour marquer un touchdown. Et dans les 4 jeux, eh bien, il va falloir qu'il y ait un jeu de passe. Parce que jeu de passe incomplète, le temps s'arrête. Jeu de course stoppé, le temps continue. Donc, il n'a plus de temps mort, il reste 20 secondes. Il faut qu'il lance au moins une fois le ballon. Malheureusement pour lui, ce qui s'est passé, c'est la pire chose qui pouvait lui arriver sur les 1 yard. La pire chose qui pouvait lui arriver, c'est l'interception. En général, bon, le ballon est typé, il tombe par terre, c'est pas grave, boum, tu as un autre jeu. Mais là, non. Là, non. Et donc, il fallait pour lui, en termes philosophiques, je l'ai entendu dans une interview dire, voilà, moi, il fallait que j'ai un jeu de passe. Dans cette séquence de jeu, il fallait un jeu de passe. Lequel, quand, voilà, ça, c'est autre chose, mais il fallait avoir un jeu de passe. C'est ce qu'ils ont décidé. Tant mieux pour nous, honnêtement. Et surtout que Marshawn Lynch, au final, il s'était pas mal fait stopper sur les 1 yard cette saison-là aussi. Donc, il y avait ça aussi à prendre en compte. Mais voilà, la philosophie, elle était là. Mais en tout cas, Pete Carroll n'est plus le coach. C'est aussi un coach légendaire qui a gagné en universitaire et en pro. Donc ça va, je tenais quand même à lui rendre un hommage parce que le mec, il a fait quand même un excellent boulot à Seattle, qui est une franchise qui n'avait jamais rien gagné avant lui. Là aussi, c'est une page qui tourne et c'est quelqu'un qui a réussi à construire des équipes incroyables, notamment la saison où ils vont gagner le Super Bowl et je sais plus, c'est la saison d'après où ils perdent. Tout à fait, ouais. Il a construit une équipe qui était incroyable. Avec des joueurs pas haut draftés, hein. C'est ça qui est impressionnant aussi. Hein. Oui, c'est ça. Moi, je tiens à souligner franchement le boulot des coachs de réussir à attraper des joueurs, parce que c'est dur hein, quand même, hein, d'attraper des joueurs dans des niveaux de draft assez tard et d'en faire des joueurs de légende, des joueurs qui vont finir en Hall of Fame. Tout à fait. Et capables de te ramener des victoires de Super Bowl, des victoires sur certains matchs incroyables. Ça, bravo. Vraiment, bravo. D'aller choper Richard Sherman au 5e tour et Cam Chancellor au 5e tour dans 2 années d'affilée, là, tu as 2 futurs Hall of Famer. Il faut le faire et faire ce qu'il a fait, c'était incroyable. Mais voilà, donc je profitais qu'on parle des Rams pour faire une petite parenthèse sur Pete Carroll. Donc, on a perdu les 2 coachs les plus vieux de la ligue, ben, ils sont partis. En tout cas, ont quitté leur équipe. Voilà. Le prochain, ce sera Mike Tomlin. Mais du coup, qui a le record d'années consécutives en tant que coach là pour l'instant. Et j'aime beaucoup ce coach. Vraiment, j'aime beaucoup ce coach. Ok, on va arriver à notre dernier match de ce week-end de Wildcard. C'est les Eagles de Philadelphie qui se rendent donc en Floride, dans le nord de la Floride, pour être plus précis, à Tampa Bay, pour rencontrer les Buccaneers à 2h du matin, donc dans la nuit de lundi à mardi. Donc ce sera le dernier, entre guillemets, Monday night, si je me trompe pas. Les cotes. Les Buccaneers sont cotés à 2,20 à domicile. Et les Eagles à 1,58. Les Eagles de Philadelphie, tiens, je vais me mettre sur leur bilan de fin de saison, mais c'est la première équipe de l'histoire de la NFL qui a commencé avec 10 victoires et une défaite et qui n'a pas atteint les 14 victoires. Je ne sais pas si tu te souviens, quand on avait fait l'émission ensemble, je t'avais dit que je ne sentais pas du tout les Eagles. C'est vrai. Et je t'avais dit, c'était le premier Eagles-Giants. Je t'ai dit, attention. Ouais, je me souviens de ça. Peuvent les battre. C'est vrai. La cote des Giants était à 5 ce jour-là, je me souviens. Voilà. Et ça a failli passer. Ils ne les ont pas battus ce week-end-là. Mais si je ne dis pas de bêtises, le dernier match de saison régulière, c'était contre les Giants.
se sont fait manger. Et ils se sont fait éteindre. Éteindre. Ouais, comme tu complètement dis. Éteindre. Et je t'avais dit, j'ai peur pour cette équipe parce que je les vois sombrer de match en match. Je vois le manque de confiance de Jalen Hurts qui est criant. un joueur MVPable. Voilà, on veut dire ça comme ça. Mais pas cette saison. Pas cette saison-là. Il n'est pas du tout dedans. Le jeu au sol, il ne marche plus. Cette équipe, c'est difficile. Et leur défense, c'est l'une des pires de la ligue. Ils sont avant-dernier contre la passe. Donc 31e. Ils ont fait un match contre les Commanders, qui n'est pas la meilleure équipe offensive, où ils se sont fait manger en défense. 400 yards pour Samuel. Ce match-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas sortir du Super Bowl l'année dernière et te présenter cette saison et jouer une des pires attaques et prendre 400 yards à la passe. C'est ça. Ce qui est grave. Alors, une des pires attaques, oui, parce que le quarterback Samuel s'est fait saquer 65 fois en 10 C'est beaucoup. Ça, tu fais saquer 65 fois sur 3 saisons. En 17 matchs. Tu joues 17 voilà. matchs, un match. Mais ouais, 65 fois. Oui, ça, c'est des stats que tu trouves sur 3 saisons. C'est ça, 4 saisons. Ouais. Mais pas sur une saison. Là, c'est énorme. C'est comme David Carr quand il s'est fait drafter par les Texans lors de sa saison rookie, il se prend 70 sacs, je crois, ou un truc comme ça. Là, c'est pareil. Le mec s'est fait découper pendant une saison. Quoi. Il a servi de punching ball. Tiens, les Eagles, je suis d'accord avec toi. Parce que moi aussi, j'ai très vite dit que les Eagles, à l'époque où ils avaient perdu qu'un seul match, où les Eagles, en fait, j'étais pas convaincu. Parce que offensivement, ça galérait un petit peu. Défensivement, ça a toujours été les portes ouvertes cette année. Il y a un match où ils encaissent 17 points. Allez, 2 matchs où ils encaissent 17 points dans la saison. Sinon, tiens, contre les Rams, ils ont encaissé 14 points en début de saison. Sinon, voilà, c'est leur meilleur résultat en défensif de la saison. Contre mes Patriots, ils en prennent 20. Contre les Vikings, c'est 28. Allez, contre les Bucks, ils en prennent 11. Mais bon, ça, c'est les Bucks en début de saison. Donc, si tu veux, c'est une équipe qui n'était pas convaincante, qui finissait par gagner ses matchs un petit peu dans le dernier quart-temps, qui trouvait des solutions pour gagner. Et puis, depuis donc leur victoire face aux Bills, 37-34, ils ont disputé un total, je te le dis bien, depuis la victoire face aux Bills, ils ont disputé un total de 6 matchs. Sur ces 6 matchs, ils ont gagné une seule fois. Et c'est face aux Giants. C'est-à-dire que sur les 6 matchs, après les Bills, ils perdent contre les Niners, contre les Cowboys, contre les Seahawks, contre les Cardinals, contre les Giants. Et quand ils perdent, ils prennent 42 face aux Niners, 33 face aux Cowboys, 35 face aux Cardinals et 27 face aux Giants. Même s'ils avaient fait tourner en deuxième mi-temps. Mais ils ont fait tourner parce qu'ils étaient en train de se prendre une rouste. Oui, c'est pour ça qu'ils ont fait tourner, parce qu'ils ont vu qu'ils n'allaient jamais revenir dans le match. Et bon, là, l'intelligence du coach de se dire ça ne sert à rien de se battre pour aller chercher ce match, en vrai, il ne compte pas. C'est ça. Et donc, ça fait une victoire sur 6 matchs pour terminer la saison. Donc, c'est le même style que les Jaguars, sauf que les Jaguars, eux, n'ont pas réussi à faire les playoffs. Et en plus de ça, tu as A.J. Brown qui est out. Donc, tu perds ton meilleur receveur. Très honnêtement, Sano, tu vois où je veux en venir. Je dis upset alerte et victoire des Buccaneers. Parce que eux, certes, la défense est perméable, mais vu que l'attaque des Eagles est pourrie, c'est pas très grave. Et de l'autre côté, on a un certain Mike Evans. Alors, je ne sais même pas quoi dire de Mike Evans. Le gars, il est impressionnant de longévité, de performance, d'efficacité. Le gars te met il marque un touchdown quasiment à chaque match. Quasiment. Cette saison. Ça fait combien de saisons qu'il est là? 7, 8? Oh, il est arrivé la même saison que Johnny Manziel en NFL, donc c'est sa 11e saison, je crois. 11e saison. Et ça fait combien de saisons que le gars il est à plus de milliards?
il a enchaîné, Il n'a je pas fait crois, une saison en dessous de milliard. voilà, je crois que depuis qu'il est en NFL, le gars il ne fait que des saisons à milliards. C'est ça. Avec des QB, pardon, mais pas que des QB performants. Non, loin de là. Là, on a un Baker Mayfield qui justifie son premier tour de draft quand il était chez les Browns, où là, on se rend compte qu'effectivement, le gars, il est capable de faire des matchs incroyables. Mm. Et il commence à distribuer le ballon en plus à un peu tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'a pas une cible qui est Mike Evans. Il distribue un peu tout le monde, ce qui fait que ça ouvre beaucoup de place pour Mike Evans et pour les autres receveurs. Surtout face à une défense des Eagles, on dirait un poulet sans tête. Ouais, c'est ça. Donc, clairement, ouais, c'est exactement l'analogie que j'aurais utilisée à ta place. Ouais, un poulet sans tête. C'est la défense des Eagles. Donc, les Eagles, et pourtant, c'est que je comprends pas. C'est ils avaient 2 corners All-Pro la saison dernière, et les corners All-Pro de la saison dernière sont toujours là. Ils avaient une D-line extraordinaire qui a fait 72 sacs l'année dernière, en saison régulière. 72 sacs, hein, sur 18 matchs. Allez, sur 17 matchs. Donc, c'est impressionnant. Ouais. Et tu y ajoutes Jalen Carter à la draft, qui était en gros l'un des meilleurs joueurs de la draft cette saison. Et Il est l'un des meilleurs rookies. Et il fait une très grosse saison. Donc, Il fait une très grosse saison. et donc, vraiment, je ne comprends pas. Cette équipe, alors, si, en fait, je comprends. Quand tu perds le Super Bowl l'année d'après, en général, tu ne fais pas une bonne saison. Sauf que eux, ils ont fait illusion pendant une bonne moitié de saison. Et puis là, la réalité les a rattrapés. Et ils n'iront nulle part, malheureusement. Tiens, Mike Evans, c'est 9, c'est sa 9e saison. 9e saison. Hein. 9e saison, et en carrière, il a 11 milliards. Quasiment 12 000. Voilà, c'est un des mecs les plus efficaces que tu peux trouver sur un terrain aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et comme tu le disais pour les Eagles, le fait d'avoir perdu le Super Bowl, la plupart du temps, déjà quand tu es passé par le Super Bowl, que tu es gagné ou perdu, la saison d'après, c'est rare que tu sois hyper compétitif. C'est même rare d'être en playoff. Hein. Pour les équipes qui perdent le Super Bowl, ils nous ont quand même. Ouais, ça c'est vrai. Ils nous ont bien bluffé quand même. Mais ça se voyait pendant toute la saison, tout le début de saison, où effectivement il était invaincu. Ça se voyait qu'il y a un truc qui n'allait pas dans cette équipe. Ils gagnaient les matchs parce qu'ils avaient des individualités, parce peut-être qu'en face, les mecs ils se disaient oh, c'est les Eagles, et ils gagnaient le match comme ça. Parce qu'il y avait pas grand-chose. Et la preuve en est. Tu peux pas finir ta saison avec une victoire et 5 défaites. C'est pas possible. C'est pas possible. Et la question de la dynamique, elle est pour beaucoup. Alors, bien évidemment, tout à l'heure, on a dit oui, mais tu sais, en playoff, c'est un match, sur un match, tout se joue. Mais c'est quand même important. Là, quand on a parlé de dynamique de match, on sait que les Cowboys étaient dans une bonne dynamique, on sait que les Packers étaient dans une bonne dynamique. Donc là, la dynamique, si tu veux, ça ne joue pas de trop. Mais là, concrètement, tu as une équipe qui a le vent en poupe, qui vient remporter sa division de façon difficile et laborieuse, mais qui l'a fait quand même, et qui a réussi à rentrer dans la danse. Et une fois que tu rentres dans la danse en playoff, tout est possible. Sauf qu'eux, ils ont dû gagner pour aller en playoff. Donc, c'est pour ça que la dynamique, elle est importante. Alors que les Eagles, ils sont arrivés en playoff, mais à l'agonie, quoi. À l'agonie. Parce que le problème aussi, il est là, c'est que, tu vois, les Bucks, ils ont été, comme tu le dis, ils ont été chercher leur qualification. Et du coup, ils sont habitués à jouer des matchs qui sont serrés. Ils sont habitués à aller chercher des victoires. Alors que les Eagles, quasiment depuis la semaine 12, les gars, ils savent qu'ils sont qualifiés pour être en playoff. C'est ça. Donc, ta compétitivité, elle prend un coup. C'est difficile d'être compétitif et d'être vraiment au maximum et de te dire on va gagner tous les matchs. On sait qu'on ne gagnera pas tous les matchs. On sait qu'on est déjà qualifié pour la suite. C'est très difficile de rester concentré. Tout à fait. Tout à fait. Et donc là, ouais, c'est vrai que les Eagles, là, à ce niveau-là, ils ont perdu leur concentration. Et avec cette perte de concentration est venue aussi une perte de confiance. Et là, je pense qu'il y a une vraie crise de confiance dans cette équipe et que mentalement, ils n'y sont plus. Là, ils n'y sont plus. J'ai même l'impression que les mecs, ils ont envie que ça se termine. Tu vois.
J'en suis à penser ça, que dans le vestiaire des Eagles, on en est peut-être à se dire, cette saison, elle est galère. On est qualifié en playoff, certes, mais en vrai de vrai, on sait, quand on se regarde dans un miroir, qu'on n'a rien à faire là. Oui, je pense qu'il y a une grosse fracture du moral depuis la défaite du Super Bowl. Mm. Et parce qu'en vrai, ils avaient ce qu'il fallait pour gagner. Ouais, ils avaient le match en main. Et je pense que tous ils sont conscients que tu vas pas au Super Bowl chaque année. Et que quand tu as l'occasion d'y aller et que en plus tu es en position pour pouvoir le remporter, quand tu le loupes, ça fait très très mal. Vraiment, ça fait très très mal. Et à mon avis, ils se sont pas remis de cette défaite. Et comme tu le dis, je pense que eux tous, ils sont très bien, ils sont très au courant de comment ça se passe. Ils sont au courant de leurs valeurs. Ils sont au courant de comment ils s'entraînent et de comment ils abordent les matchs. Mm. Et au fond d'eux-mêmes, ils doivent se dire j'ai hâte de voir la finale Ravens-Niners. Ouais, concrètement, moi, je vois pas comment cette équipe, vu ce qu'elle a montré, comment elle peut aller loin dans ses playoffs. Je ne le vois pas. Je ne vois pas un scénario où les Eagles se qualifient en finale de conférence. Même si tu vois Tiens, à comparer, donc, on a comparé la série des Eagles, et pour encore corroborer le fait que les Buccaneers, eux, sont en vent en poupe, eh ben, tu vois, eux, sur les 6 derniers matchs, eh ben, ils n'ont qu'une seule défaite. C'est exactement l'inverse des Eagles. Donc, on a vraiment deux dynamiques complètement inversées, aux antipodes à la veille du match, entre guillemets. Donc, ouais. Victoire pour moi des Buccaneers. Et je l'avais dit les cotes. Donc, c'est à 2,20. Donc, ça, c'est magnifique. Là, pour le coup, je pense que ouais, il y a moyen de faire un peu de sous aussi sur ce match-là, parce qu'une cote à 2,20 sur un match comme ça, il faut y aller. Et ouais. Et Mike Evans, si vous avez le bonheur, mais j'y crois pas, si vous avez le bonheur de le choper à 2,50, allez-y. Parce que peut-être match de playoff oblige, les cotes seront plus intéressantes pour Mike Evans. Je vais regarder si elles y sont, mais ça m'étonnerait, parce que le match est que lundi. Mais si je peux choper un Mike Evans à 2,50, entre 2,50 et 3, mais ça serait magnifique. Mais très honnêtement, même à 2,30, à 2,20, 2,30, je le prends. Ben, totalement, 2,20, totalement. 2,30, je le prends. J'aime pas trop ces C'est cotes-là, le hein. J'aime bien les cotes playmaker. un peu plus élevées, mais à 2,20, 2,30, je le prends. Oui, bien sûr. Mais c'est le playmaker de cette équipe. Il va scorer. Il va aller titiller les défenseurs. Il va aller faire du mal à l'arrière-garde des Eagles. Il va les découper. Il va les découper. Alors, Et malheureusement, je viens de voir les cotes parce qu'ils ont sorti les codes marqueurs pour ce match. Et pour l'instant, Mike Evans est coté à 2, tout pile. Alors, franchement, même à 2, il va marquer. À mon avis, il marquera. Mais à 2, j'aime pas. J'aime pas ce genre de cote, malheureusement. Si on arrive à le choper sur notre bookmaker à un peu plus de 2, ou encore une fois, allez, 2,30 minimum, prenez-le. À 2, je ne vais pas vous dire de prendre Mike Evans, quoi. Même si, en vrai, de vrai. il va marquer. Là, pour le coup, on peut refaire la liste de tous les matchs et dire qui va marquer, qui potentiellement pourrait, à part Amon-Ra St. Brown pour les Lions, où là aussi, on peut être quasiment sûr qu'il va scorer. Ouais. Ah oui, Amon-Ra St. Brown, oui, tout à fait. Oui. Surtout en Sidi Lamb aussi, c'est clair. voilà. Je pense que Sidi Lamb aussi, il y a de fortes chances qu'il marque. Ouais. Mais sur les autres matchs, Mike Evans, vraiment, c'est la valeur sûre. Oui, clairement, oui, clairement, oui. Oui, c'est la valeur sûre. Et c'est lui qui aura la cote la moins dégueulasse des mecs que tu viens de dire, hein. C'est-à-dire qu'il aura Ouais. une meilleure cote que Sidi Lamb parce que Sidi Lamb a fait une saison extraordinaire. Tiens, je vais sur les cotes des Lions. Tac. Bon, on a Jahmyr Gibbs et Montgomery qui sont en dessous de 2, mais ça paraît logique aussi. Donc ça, je ne proposerai pas. Tac, allez, si tu veux me proposer plus de sélections, s'il te plaît, allez, Winamax. On essaie de clôturer l'émission ici. Amon-Ra St. Brown est à 2,10, tu vois, donc il est un peu plus élevé que Voilà, c'est Mike pareil, Evans. ça C'est aussi, pas je le ouf. prends.
Mais bon, ça se prend, en effet. Ouais, ça, je prends. J'ai une question. Ouais. Parce que je suis pas trop un spécialiste des cotes. Est-ce qu'il y a des cotes pour les interceptions de Joe Flacco? Parce que moi, je prends tout de suite. Sur les bookmakers, comme on dit, hors argent, donc s'ils ne sont pas français, ouais. Mais C'est pas, vrai? mais pas en France. Ah, mais là, il y a moyen de gagner de l'argent, hein. Ah oui, oui, oui. Mais après, en plus, tu peux, en utilisant un VPN, tu peux aller sur des sites hors argel ou même pas forcément en utilisant un VPN, hein, tu peux t'inscrire sur des sites hors argel. C'est juste que ce n'est pas des sites français. Et moi, je ne les maîtrise pas assez. Mais oui, tu peux normalement parier sur les interceptions. Ce qui est bien, c'est que sur Unibet, tu peux parier sur des défenseurs marqueurs. Ça, c'est possible. Ah, ok. Dans D'accord. genre Voilà, un c'est pick peut-être six ou plus. un fumble, six. Ouais, là, c'est plus compliqué. Ah ben, tu sais quoi? Moi, je vais spoiler un petit peu parce que j'étais pas censé le dire maintenant, mais je mettrai une série de défenseurs marqueurs pour les Texans lors de ce match. Ça, c'est sûr et certain. Ah, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, déjà, je parie sur 2 interceptions de Flacco. Ça, C'est c'est. possible. Les deux, ok, je les signe. Après, Pixis, ouais, c'est possible, hein. Après, c'est des belles cotes, hein, les C'est pick six possible. sur Unibet, c'est minimum 36, 36, hein. Ah oui, quand même. Mais Ah oui, après, bon, ça reste des actions. C'est rare. compliqué. Ouais, ça reste Oui, rare. oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais face à Flacco, voilà, c'est quand même moins rare, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je Voilà. l'aime bien quand même, hein. Non, mais encore une fois, on se moque un peu de lui parce que en fait, c'est un quarterback qui est marrant, tout simplement. Parce que c'est un mec qui peut, sur une action, être le meilleur joueur de l'histoire et sur l'action d'après, être le pire joueur de l'histoire. C'est, c'est un peu Joe Flacco. Donc, C'est tout simplement, c'est Joe Flacco. Et encore une fois, il a une carrière incroyable. hmm, Et donc, tu peux que respecter sa carrière. tout à fait. Et comme tu dis, le gars, il peut passer de héros À à zéro. zéro en une action. C'est ça. Il est aussi incroyable qu'imprévisible. Parce il peut faire gagner les Browns et les faire passer au tour suivant en sortant un match incroyable. Comme il est capable de lancer 3 ou 4 interceptions. Et là, on va retenir que il a fait un match catastrophique en playoff. Sauf que c'est le gars-là qui les amène en playoff. Ah, bah oui, clairement. Ouais. Sans lui, je ne sais pas si les Browns auraient pu se qualifier en playoff. Très Non, j'y honnêtement. crois pas. Avec les différents QB Hmm, qu'ils ont testé et qu'ils ont essayé de trouver, hmm. ils ne seraient pas en playoff là. Non, non, clairement non. Clairement non. Ok, mais ça, c'était le dernier match de notre émission. Tiens, petit mot quand même aussi, je tenais à préciser pour Nick Saban, qui a pris sa retraite pour le coup. Donc, on a perdu en l'espace de même pas 24 heures le meilleur coach de l'histoire NFL. Alors, on l'a perdu, entre guillemets, puisqu'il va continuer à coacher la saison prochaine, Bill Belichick. On a perdu le coach des Seahawks qui a été, entre guillemets, mis à la porte, même s'il reste dans l'organisation, dans l'organigramme en tout cas de l'équipe. Et on perd le meilleur coach de l'histoire universitaire, Nick Saban. Hein, c'est 7 titres de champion NCAA. C'est je ne sais combien d'apparitions en playoff depuis que ça existe. C'est je ne sais combien de titres de SEC. C'est un mec qui a été coordinateur défensif des Browns à l'époque, Bill Belichick chez les Browns dans les milieu des années 90. Ancien head coach des Dolphins aussi. Donc c'est vraiment un monsieur C'est une légende. une légende, tout à fait, qui a pris sa retraite. Je voulais savoir si tu avais un petit mot à ajouter sur ça. Bah, c'est pareil. En fait, pour les amoureux du foot, depuis des années, quand que tu suis la NFL, que tu suis la NCAA, t'as des noms comme ça. T'as des noms où tu les vois apparaître souvent. Tu les vois souvent dans les phases finales. Tu les vois performer, sortir des gros matchs. Tu les vois souvent victorieux. Et donc, tu retiens ces noms. Il y a d'autres coachs, tu ne retiens pas les noms. Tu retiens peut-être les visages que tu as vus rapidement. Tu dis, ah oui, j'ai déjà vu, je crois qu'il est coach. Je Mmh. sais pas si c'est au hockey ou j'en sais rien. Enfin, c'est bizarre. Mmh. Mais tu as des mecs que tu retiens parce que ce qu'ils font, c'est de l'ordre de la légende. C'est ça. Et effectivement, quand ils arrivent au bout de leur chemin, ça fait un petit pincement au cœur. C'est vrai. Parce que c'est des gens avec qui tu as grandi, c'est des gens avec qui tu as découvert le sport.
Et ça fait bizarre de te rendre compte que le gars s'arrête parce qu'il est fatigué, parce que X raison, on s'en fout. Et c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit, c'est pas de problème de santé, c'est juste que la saison a été compliquée d'un point de vue mental et physique, entre guillemets, et qu'il a 71 ans, en fait. Il a 71 ans et il ne peut plus permettre aux gars qui va voir, aux lycéens, de leur dire « Ouais, t'inquiète, je serai là pendant 3-4 ans pour te coacher. » Il ne peut plus se permettre de mentir, entre guillemets, parce qu'il ne sait pas. Donc, il a dit « Voilà, je préfère m'arrêter là. Et puis, de toute façon, il préfère partir en senior. » Et il est parti en senior, Nick Saban. Tiens, petite stat qui est marrante chez Nick Saban, c'est 44 joueurs d'Alabama sélectionnés au premier tour depuis qu'il est là. C'est énorme. Hein. Ouais. Et c'est 29 défaites. Donc, il a plus de joueurs sélectionnés au premier tour de la draft que de défaites sur sa période à Alabama. Voilà. C'est énorme. C'est ce genre de stat. C'est ce genre de monsieur. C'est ce genre énorme. C'est ça, c'est ce qu'on appelle des coachs charismatiques et emblématiques. C'est ça. Emblématique, c'est le mot. C'est le mot. Ça représente les 3 coachs qui ont pris qui ont été dans les news pendant ces dernières 24 heures. Ils n'ont pas pris leur retraite. Mais Nick Saban, oui. Pete Carroll, un petit peu. Sa retraite de coaching, en tout cas. Et Bill Belichick, qui, lui, va changer de franchise. On espère, en tout cas, le meilleur pour lui. Moi, je serai toujours un fan de Bill Belichick, comme j'ai toujours été un fan de Tom Brady. Mon cœur saigne, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie de supporter. Hein. Je vais pas non plus faire le mec l'arme qui pleurniche parce que j'ai été gâté. Hein. Je sais qu'il y a des mecs qui supportent des franchises, qui changent de coach tous les 2-3 ans. Donc voilà, je vais pas. Écoute, je vais même te dire. Des fois, tu as des joueurs ou des coachs auxquels tu accroches. Ouais. Et je vais te parler de Matthew Stafford. Pour moi, c'est vraiment un joueur. J'ai accroché avec lui. Vraiment, j'étais fan. Et quand je l'ai vu changer de franchise, à chaque fois qu'il y avait un match des Rams, je regarde le match des Rams parce que c'est lui. Ouais. Quand il va gagner le Super Bowl, je suis content. J'ai l'impression qu'il y a quand même une petite partie de Lions qui gagne, même si non. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, bien mais tu es content de le voir encore en activité. Quand tu as des joueurs comme ça, quand Calvin Johnson il a arrêté, ça fait bizarre. Ouais, c'est vrai. Ça fait bizarre parce que là, tu as l'impression d'avoir perdu quelqu'un. Quand ils changent de club, quand ils vont jouer ailleurs, ça fait un pincement au cœur parce qu'ils ne sont plus sous les mêmes couleurs, mais tu les vois encore. Bill Belichick, tu vas regarder la saison prochaine, si bien sûr il prend une franchise, chaque week-end, tu seras quand même content de voir sa tête avec son mouchoir rouge prêt à jeter. Moi, je serais fan et je regarderai tous ces matchs la saison prochaine, comme j'ai fait pour Tom Brady quand il a été à Tampa Bay. Tu vois. Ça, c'est des mecs qui, j'ai vraiment une vraie affection pour ces mecs-là, parce que c'est ces mecs-là qui m'ont fait aimer le foot américain. Et je prendrai vraiment le temps, cette intersaison, non seulement de faire une vidéo sur les fun facts, comme j'ai dit, sur Tom Brady, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur Tom Brady. Et je prendrai aussi non seulement le temps pour faire une vidéo pour démontrer que le Deflategate, c'était n'importe quoi, l'histoire des ballons dégonflés, ça aussi, je vais le préciser, et pour démontrer que la période où Belichick a entraîné les Browns n'est pas une période ratée. Parce qu'on dit souvent, ouais, sans Tom Brady, il n'est rien, et regarde, il a échoué chez les Browns. Non, clairement. Parce que ce qu'a fait Bill Belichick chez les Browns a permis de créer les Ravens de Baltimore. Mais bon, ça, c'est un autre débat pour un autre. Ça, c'est un autre débat et je pense que ça mérite beaucoup d'explications. Oh oui, et ça, je vais m'atteler à faire ça pendant l'off-season, mais pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est les playoffs. Et là, on a parlé du Super Wildcard. J'espère te retrouver avant la fin de la saison pour une autre émission. En attendant, je te demande de prendre soin de toi et merci d'avoir participé à mon émission, encore une fois. Je t'en prie, merci à toi encore pour l'invitation. Pareil, c'est un moment, c'est agréable. Donc, ça fait toujours du bien de parler de football, ça fait toujours du bien de parler entre passionnés et de transmettre ça. J'espère qu'on va se revoir pour voir les Lions poursuivre l'aventure. J'espère aussi. Et essayer de titiller les futurs champions qui vont être les Ravens.
Je le signe encore et encore. Alors, toi, vu que tu dis que ce sera les Ravens, moi, comme tu le sais, moi, j'ai une affinité pour les 49ers de San Francisco. Donc, moi, en tout cas, ce que j'ai prévu, c'est le Super Bowl Ravens-Niners. Après, le meilleur des deux gagnera. Et ça, on saura la réponse en février. Mais avant, on se reverra pour une émission. Ça, c'est clair et net. Ça, on s'organisera. Avec grand plaisir. Ok. Merci de nous avoir suivis. Sur ce, prenez soin de vous et peace.